Mesdames et messieurs, bonjour. S'il est admis que le social constitue le baromètre du pouvoir ou de la gestion de la chose politique, comment alors ne pas s'interroger sur l'état actuel de la société Bénin? Préoccupation légitime pour nombre de Béninois par cette entièreté notoire de la vie, et ce malgré les mesures prises par le gouvernement pour juguler la crise inflationniste. Quel est l'état de santé actuel du travailleur, du salarié béninois? Si la vie sous nos cieux coûte de plus en plus cher, la revalorisation des salaires annoncés à grand renfort médiatique n'est pas encore chose faite, du moins à ce jour. Autant dire, la rencontre au sommet de l'État entre le chef de l'État Patrice Talon, son gouvernement et les partenaires sociaux n'a pas fini de nous livrer ses non-dits et le verdict très attendu des travailleurs que nous sommes. Qui mieux que certaines voix autorisées pour poser le diagnostic de l'état actuel de santé du dialogue social au Bénin et du travailleur en général? Noël Chadaré, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour aux téléspectateurs. Vous êtes secrétaire général de la COSI Bénin, Confédération des organisations syndicales indépendantes. Vous nous direz bien évidemment quelques mots sur l'état de santé de votre confédération syndicale dans un contexte où, semble-t-il, le dialogue social a changé de méthode. Vous prenez actuellement une part active dans le processus de correction des épreuves des candidats aux différents examens de fin d'année. Une année scolaire sans grève avec ce couronnement qu'est la parfaite organisation des examens, lesquels ont connu une baisse générale de leur effectif et la polémique qui en est suivie. L'actualité, c'est aussi votre récent séjour à Genève pour les travaux de la 110e conférence internationale du travail et ce message poignant sur le travail des enfants au Bénin. Bienvenue sur Zone Franche. Bonjour, Rabel Guara. Herman Anyamosu, bonjour. Noël Chadaré, bonjour. Oui, bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Zone Franche. Herman Anyamosu l'a dit, ce rendez-vous de Genève, j'allais dire, 110e conférence internationale du travail. Comment les choses se sont passées de façon résumée? Je vous remercie. Je dois dire que la 110e conférence internationale du travail s'est déroulée du 27 mai au 11 juin. Donc la délégation des travailleurs composée des 3 organisations syndicales représentatives, à savoir la CSA, la CSTB, la COSI, les secrétaires généraux, les 3, accompagnés d'une femme pour ce qui est de l'approche genre. Et donc le gouvernement aussi y était. C'est plus que c'est tripartite et c'est une rencontre annuelle pour, n'est-ce pas, voir l'état du travail, comment faire pour que le travail soit un travail humanisé. Et donc tous les tests qui devront encadrer le travail, c'est de façon tripartite qu'on se retrouve à Genève tous les ans, au mois de mai-juin, pour échanger, pour voir quelles sont les directives, les directions plutôt, qu'il faut donner au travail. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous étions. Et il y a eu plusieurs commissions, n'est-ce pas, à Genève. Tous les ans, on a plusieurs commissions au cours de cette assemblée, n'est-ce pas, internationale. Et moi, j'étais en tant que secrétaire général de la COSI. Nous nous sommes repartis chacun dans les commissions selon nos préférences, selon nos convenances. Et moi, j'étais dans la commission de l'application des normes. Et le camarade Moussou était dans la commission de l'économie solidaire, ainsi de suite, et les autres aussi. Le 3e secrétaire général a choisi sa commission. Et donc, nous avons travaillé selon, n'est-ce pas, il y a d'autres commissions, la commission des normes, la commission des apprentissages, et tout ça pour voir un peu comment encadrer le travail, comment faire, n'est-ce pas, de telle manière que le travail soit humanisé. Et dans la commission où j'étais, la commission de l'application des normes, eh bien, c'est une commission qui a pour vocation essentielle, c'est d'examiner les plaintes, parce que les pays ont ratifié les conventions. Et donc, ces conventions qui ont été ratifiées, dans la mise en œuvre, dans la mise en application de ces conventions, s'il y a des dysfonctionnements, eh bien, il y a des plaintes qui viennent des pays. Et c'est le cas, ces plaintes sont venues de plusieurs pays. Selon les différentes conventions, eh bien, il y a des plaintes sur la C180, la C97, les conventions 97, 98, 182, ainsi de suite. Et donc, on examine dans la commission, n'est-ce pas, et le gouvernement du pays vient, n'est-ce pas, répondre, n'est-ce pas, des plaintes. Et puis, il y a des recommandations qui sont faites. Et donc, moi, c'est dans cette commission que je suis resté. On a écouté votre message, message sur le travail des enfants. Oui. Pourquoi avoir fait ce choix-là spécifiquement? C'est moi, je suis allé dans cette commission parce que nous attendions, nous, les 3 organisations syndicales, et toutes les organisations, je vais dire, même celles qui n'y étaient pas, nous attendions à ce que le Bénin soit mis au banc des accusés concernant
les violations des libertés syndicales, de recul, n'est-ce pas, de l'exercice du droit syndical que nous avons constaté depuis un certain moment dans notre pays. Et donc, nous pensions que eh bien, le gouvernement devrait répondre parce qu'il y a eu des plaintes des 6 organisations syndicales qui ont l'habitude de se mettre ensemble, plaintes par rapport à ces violations, ce recul, mais il y a aussi plainte de la CSTB. Donc on avait pensé que, puisque en 2019, c'est des plaintes qui ont été envoyées en 2019. En 2020, on n'a pas eu la CIT, en 2021, on n'a pas eu la CIT. On l'a fait de façon virtuelle, n'est-ce pas, en visioconférence, coronavirus oblige. Et donc on pensait que raisonnablement, on devrait, n'est-ce pas, écouter le Bénin sur ces différentes violations. Malheureusement, on ne l'a pas eu. Et donc, le Bénin a été interpellé pour ce qui concerne la C182, la Convention 182 sur l'abolition des pires formes de travail des enfants. Et donc, j'étais, dans cette commission, en tant que délégué titulaire, n'est-ce pas, quand le pays est porté au banc des accusés, eh bien, les travailleurs ont un temps de délégué titulaire, un temps, n'est-ce pas, pour apprécier la situation. Et donc, c'est ce que j'ai fait au nom des 3 organisations, enfin, de toutes les organisations syndicales, y compris celles qui étaient ou qui n'y étaient pas. Et donc, j'ai porté la voix dans cette commission. Et donc, mais naturellement, avec un texte qui a été apprécié des autres qui sont avec moi. Je ne parle pas au nom de la COSI Bénin, je parle au nom des travailleurs, au nom des organisations syndicales qui se sont retrouvées là-bas, et même celles qui n'y étaient pas aussi. Alors, qu'est-ce qu'on retient comme point fort de cette 110e conférence internationale du travail? Ce qu'il faut retenir, cela varie de commission à une autre commission. Moi, ce que je peux dire, c'est que je n'étais pas dans la commission des apprentissages, mais je sens que quelque chose va se faire. Parce que dans nos pays, les apprentissages, il faut réguler cela, encadrer cela, et dans cette direction que la CIT est en train d'y aller. Peut-être l'année prochaine, probablement, on va avoir une convention sur les apprentissages pour que ce qui se fait, il y a des choses qui se font qui ne sont pas catholiques, encore moins musulmans, les stages et tout ça, il faut pouvoir encadrer cela. Et moi, j'ai apprécié ce travail qui a été fait dans cette commission. Dans la commission dans laquelle je suis, des pays ont été interpellés, le Myanmar où on viole allègrement les libertés, le Myanmar, n'est-ce pas, la Biélorussie, n'est-ce pas, etc. Des pays africains aussi se sont retrouvés, violation des libertés, et interpellés. Et il y a eu des recommandations qui ont été faites, n'est-ce pas, et même pour nous aussi des recommandations pour le travail des enfants, parce que le Bénin est une plaque tournante du travail des enfants. Oui, mais vous vous attendiez à ce que le Bénin soit interpellé sur la base des violations des droits syndicaux. Est-ce dit que vous avez des regrets pour le fait que le Bénin finalement n'ait pas été interpellé sur cette question-là? Sur le vif, oui. Mais on va dire que ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise parce que les plaintes que nous avons déposées vont nécessairement être examinées sur ces libertés, sur les textes, sur les droits de grève, n'est-ce pas, qui est le retrait du droit de travail, du droit de grève plutôt, à des corporations et tout ça, et des textes qui ont été pris dans notre pays qui empêchent, n'est-ce pas, l'expression, qui consacre le recul des libertés. Et je crois que ce n'est que partie. Est-ce que c'est aussi le cas de la loi sur l'embauche? Est-ce que c'est aussi le cas de la loi sur l'embauche? La loi sur l'embauche fait partie aussi de ces textes, parce qu'elle contient des dispositions qui font que le travailleur est taillable et corvéable à merci. Et donc ne peut pas, à tout moment, peut le renvoyer. Il est fragilisé. Parce que, et donc, même quand il n'est pas d'accord avec certaines choses, il n'a pas la possibilité de pouvoir s'exprimer. Et donc, ça fait qu'il y a un recul là. D'accord. Alors, Noël Chadaré, quelles ont été les réactions des autres pays membres de la commission à laquelle vous avez fait partie, n'est-ce pas, concernant, je dirais, ces conventions ratifiées par le Bénin, et que vous pensez plutôt que le Bénin est allé un peu en marge, a agi en marge de ces conventions pourtant ratifiées, puisque tout à l'heure vous parlez de recul des libertés syndicales? Oui, mais pour le Bénin, c'était le non-respect, enfin,
les problèmes liés au travail des enfants. Et donc là, il faut reconnaître que, en tant que représentants des travailleurs, nous avons reconnu que des efforts ont été faits dans ce cadre-là, et qu'il faut peut-être placer n'est-ce pas, le problème de façon historique, dans le cadre historique, et dans le cadre... parce que nous sommes des Africains, et quand on place l'enfant, quand le placement des enfants dont on parle aujourd'hui, ça a des origines dans notre culture. Oui. Dans notre culture, certains sont passés par là, et on fait confiance à un parent, on remet l'enfant, parce qu'on pense que dans ce cadre-là, il peut facilement s'épanouir et réussir, évoluer. Mais il y a eu qu'à un moment donné, on a dévoyé cette entraide tacite, cette convention tacite que nous avons dans notre culture, et on a dévoyé, et les gens envoient les enfants hors du pays, les places prennent de l'argent, ils font des travaux sur les chantiers, n'est-ce pas, les carrières et tout ça. Et ils travaillent dans des conditions pas bien. Et ils ne vont pas à l'école. Et donc, mais le Bénin a fait des efforts, et ça, je l'ai dit dans mon discours. C'est-à-dire, puisque vous soulignez que le Bénin a fait des efforts, c'est-à-dire que le Bénin est logé à la bonne enseigne. Non, le Bénin a fait des efforts en matière de textes juridiques, en matière de certains actes. Mais dans l'application, même des actes, les cantines scolaires qui sont généralisées, et tout cela, et la gratuité de l'école et tout, je l'ai évoqué. Mais ce n'est pas des efforts. Ces efforts n'ont pas permis pour autant de réduire ou d'éradiquer le mal. Il est là, il persiste, il a la vie dure, ou la peau dure. Donc il est indispensable de faire, et ça c'est la suggestion que font les organisations syndicales que j'ai représentées dans la commission, c'est qu'il faut, n'est-ce pas, une campagne, il faut associer toutes les parties, et une vaste campagne, les religieux, les syndicats, la société civile. Il faut qu'on s'y mette avec le gouvernement, n'est-ce pas, autour d'une campagne pour vraiment vaincre, réduire un peu, mettre à néant Ça m'amène à vous poser la question de savoir quels sont les défis qui attendent le Bénin sur cet aspect. Mais c'est de revoir sa copie. C'est de revoir sa copie, parce que jusque-là, il y a des efforts qui sont faits, mais ces efforts ne prospèrent pas. De revoir ou d'améliorer la copie. De l'améliorer, de voir un peu ce qu'il faut faire avec toutes les parties prenantes. Les parents, les religieux, les ONG, tout le monde. Vaste campagne autour de ça. Moi, c'est ce que nous suggérons, mais c'est pas, n'est-ce pas, forcément la voie, mais il faut trouver quand même des stratégies ensemble pour changer. Il faut changer, il faut revoir un peu. Donc, des recommandations ont été faites dans ce sens. Il y a, n'est-ce pas, la conférence de Durban, qui s'est tenue un mois avant qu'on se retrouve à Genève. On a demandé au Bénin, n'est-ce pas, il y a des recommandations qui ont été faites sur la conférence de Durban sur le travail des enfants. Donc, le Bénin doit s'inspirer autour de cela pour mettre en œuvre ces recommandations. Et je crois qu'on pourra espérer que le mal va prendre du recul. On va revenir au Bénin. C'est vrai qu'on parle déjà du Bénin avec le travail des enfants, mais parlons maintenant du dialogue social. Comment se porte le dialogue social au Bénin, Noël Chedari? Le dialogue social dans la forme. Et vous avez la tenue des cadres, le cadre du dialogue, les différents forums de dialogue. Vous avez les comités administratifs paritaires. Ça se tient de façon un peu régulière. Au plan national, nous avons la commission permanente des négociations au gouvernement central. Et là, c'est de façon sporadique. Ça ne se tient pas comme on devrait les textes le disent. N'est-ce pas? La preuve, c'est que nous avons ouvert juste ce cadre au palais, la session ordinaire au palais, et puis depuis, plus rien. Et donc, dans la forme... C'est la faute à qui? C'est la forme, dans la forme, on sent que, on donne l'impression qu'il y a dialogue, mais dans le fond, les choses n'améliorent pas pour autant la situation des travailleurs. Vous ne débattez pas des sujets qu'il faut ou bien... Oui, mais on en débat, mais on n'avance pas. On en débat, mais on n'avance pas. On piétine. On utilise, en dehors des cadres, on utilise encore le lobbying, les relations personnelles par ici, par là. On n'avance pas. On n'avance pas. Et moi, je me demande, je me demande
Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on ne sent pas la volonté. Il y a des problèmes depuis un certain temps des travailleurs qui sont là. On est revenu dans les cas de dialogue de la grande commission plusieurs fois là-dessus. Mais je donne quelques exemples. Dans le secteur de la santé, mais on a les disparités salariales. On en a parlé dans la grande commission. Mais vous ne vous sentez le pas chef de l'État, enfin le gouvernement a décidé en Conseil des ministres, parce que vous voyez, disparité salariale, il faut que je vous explique un peu. Nous avons un travail égal, un diplôme égal, salaire inégal. C'est ça qu'on constate. Salaire inégal. C'est-à-dire que le fonctionnaire d'État, sage-femme fonctionnaire d'État, et la sage-femme contractuelle d'État n'ont pas les mêmes salaires. Ils n'ont pas le même salaire. À recruter dans la même année, n'ont pas les mêmes salaires. Et on a dit, il faut corriger. Le Conseil des ministres a donné des instructions. Parce qu'on a tellement revendiqué cela, on a conclu au règlement de cela. Mais depuis 2017, on est dans cette situation, ce n'est pas réglé. Et pourtant, la décision est prise en Conseil des ministres, comme 2020, en Conseil des ministres, oui. On a demandé au ministre de la Santé de mettre en place un comité. Ça reste comme ça. Les travailleurs sont malheureux. La même chose, pour rester dans le même secteur, la santé, la situation des gens qui ont une formation hors plan. Avant qu'on élabore un plan de formation du secteur de la santé, les gens sont allés en formation hors plan. C'est ça. Et ceux-là, ils sont utilisés. Ils reviennent. Par exemple, une aide-soignante qui est devenue, par exemple, une sage-femme, ou bien une sage-femme qui est devenue anesthésiste, ou un infirmier qui est devenu anesthésiste. Mais ceux-là sont utilisés en tant que pour la nouvelle formation. Pour la nouvelle formation. Mais on les utilise, on ne fait rien. Le chef de l'État... C'est-à-dire le salaire n'est pas amélioré en fonction de la nouvelle formation. On devrait le reclasser. Oui. Mais le chef d'État a donné des instructions en 2017, si je me rappelle, parce qu'il y avait, il y avait un problème avec les agents de santé. Et je crois que c'est le camarade Adolphe qui dirigeait l'intersyndical. Et Adolphe Oussou, bien sûr. Mais le chef d'État a dit, allez, c'est pas normal que que des gens soient utilisés pour, n'est-ce pas, leur nouvelle formation et qu'on ne les paye pas, on ne les traite pas en tant que tel. Alors comment vous avez procédé pour faire comprendre au chef de l'État que sa décision n'a pas été exécutée? Chaque fois, on revient régulièrement sur les problèmes. Ils le savent. Et les travailleurs, malgré ces décisions, ne sont pas. On est case départ. On demande de faire les dossiers. Ils refont les dossiers. Ça, c'est pour le secteur de la santé. Mais je parle du secteur aussi de l'enseignement. Mais on est fatigué. Ça, je dois vous le dire. Il y a des gens qui sont formés depuis 2000, qui ont été recrutés plutôt en 2008. Ça fait pratiquement 15 ans, bientôt 15 ans. Oui. Mais ils ont été formés. Les arrêtés de mise en formation, il y a eu des erreurs là-dessus. Il faut reprendre ça. C'est des problèmes administratifs. Oui. C'est des problèmes administratifs. Il faut juste reprendre pour qu'ils puissent être reclassés et en jouir. Et qu'est-ce qui bloque? Mais c'est arrêté interministériel, parce qu'il y a 3 ministères qui sont concernés. Le ministère de l'enseignement, soit c'est le ministère de l'enseignement secondaire, le ministère de l'enseignement, le ministère des finances et le ministère de la fonction publique. Oui. Mais c'est arrêté depuis 2017, parce qu'ils se sont manifestés, ils ont manifesté plutôt, et ils se sont retrouvés au ministère de Lucien Kokou, Lucien, qui a dit, mais voilà le projet d'arrêté. Voilà le projet d'arrêté, et donc c'est en bonne voie. Depuis que M. Kokou Lucien était ministre. Mais cet arrêté interministériel qui va permettre à ces travailleurs de pouvoir jouir de leur nouveau, le reclassement, les grades, leurs grades. Mais il n'est jamais. Il tourne, il revient, il repart. Donc, que les instructions sont données, mais ne sont pas respectées. Qu'est-ce qui se passe on se demande, oui, ce qui se passe. On se demande si, quand les gens se retrouvent, parce que pour faire les projets d'arrêté, ces projets d'arrêté, ils se retrouvent. Les 3 ministères se retrouvent. Finances, les 4 du ministère Finances, fonction publique et enseignement secondaire. Ils se retrouvent à Boycon. Ils sont retranchés quelque part. Et ils font le travail. Moi, je me demande quelle est la plus-value que cela apporte. Puisque vous vous entendez sur quelque chose, et normalement, ça devrait aller vite. C'est pour que ça aille vite qu'on se retrouve quelque part. Mais depuis ce temps-là,
Depuis 15 ans, les gens sont au même salaire. Leurs camarades qui sont reclassés, qui n'ont pas le même problème qu'eux, sont à un 7, à un 6, ou B1 6, etc. Mais eux, ils sont toujours scotchés à B1 1 ou à 3. On voit bien que vous avez déjà la question liée aux travailleurs. Alors qu'on voudrait bien parler d'abord du dialogue social, parce qu'il y a aussi le fait que le CNDS a été supprimé. Comment avez-vous accueilli cette décision-là? C'est du droit du chef de l'État, du gouvernement. C'est leur droit de se retirer, n'est-ce pas? On ne peut pas empêcher la charte qui a été signée. Elle est une charte charte tripartite qui prévoit qu'on peut retirer sa signature. Ça, on ne l'exclut pas. Là-dessus, que le gouvernement ait décidé de retirer sa signature et donc de sortir de cette charte, nous, puisque c'est prévu. Mais la manière cavalière avec laquelle ça a été fait, nous, on n'a pas apprécié. Parce qu'au moins, on a fait une expérience. La charte a dit qu'il faut mettre sur pied le Conseil national du dialogue social. On a le Conseil national du dialogue social. Il a fait une mandature. La mandature est terminée. On a demandé d'envoyer les noms pour renouveler la mandature. Les noms sont partis. Eh bien, à ce moment, le gouvernement décide de se retirer de cette charte. Ok, c'est son droit, mais il aurait quand même fallu un peu de courtoisie pour les travailleurs, les représentants des travailleurs. Il aurait fallu nous appeler, qu'on échange là-dessus, qu'on évalue ce qui a été fait, et voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, et peut-être nous dire on ne veut plus continuer parce que, mais qu'on nous jette cela comme ça. Ça vous gêne beaucoup? Moi, je ne trouvais pas que la démarche a manqué d'élégance. Ça manquait d'élégance. On sait quand même que le pouvoir fait souvent preuve d'élégance. Est-ce que pour vous, le dialogue social constitue une priorité pour le gouvernement? C'est un peu la preuve aussi, le fait que le gouvernement décide comme ça unilatéralement de se retirer de la charte, c'est la preuve peut-être que pour eux, pour le gouvernement, ce n'est pas si important. Je vous ai dit tantôt que les cadres de dialogue social, la commission permanente se réunit de façon sporadique. Et quand on veut, ou peut-être à la rentrée, là, nous demandons, les 3 confédérations qui sont là, la CSR, la COSI, ont écrit au gouvernement, au président Biotchane, la commission, pour leur demander convoquer la commission. Puis on est allé au palais. Mais on est allé au palais pour ouvrir la session. Mais on est allé au palais, on devrait continuer. Parce qu'il y a des problèmes. Mais les gens, ce qui a été dit, les AME, ils sont comment? Ils vont être traités comment? On nous a dit parler de cagnotte. Peut-être vous avez dit, on parlera de ça plus tard. Peut-être, mais on n'a pas convoqué jusque-là cette session. Et donc on n'en voit pas l'importance. Pour moi, on n'en voit pas l'importance du dialogue social. Le président de la commission, vous l'avez dit, c'est le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Quelle réponse il a donné à vos différentes à ce jour, on n'a pas eu de réponse. Ça, je vous le dis. On a envoyé une première correspondance. Et qu'est-ce qui pourrait justifier ce silence? Nous, Confédération syndicale, nous donnons la preuve de notre volonté de dialoguer. Mais vous n'avez pas le retour de l'ascenseur. Mais c'est ça. Et on a le sentiment que peut-être qu'on n'a pas le retour de l'ascenseur parce qu'on ne veut pas aborder des sujets pour régler les problèmes des travailleurs. Et les travailleurs continuent d'être des parias de la société. Eux qui produisent la richesse, mais qui ne profitent pas de cela. Et là, nous sommes fatigués de continuer de voir que les travailleurs attendent des actes administratifs. Comment on peut comprendre pour un simple acte administratif? Là vous glissez le dialogue social vers les représentants des travailleurs. On va parler essentiellement du dialogue social d'abord, pour nous dire exactement comment vous voyez l'avenir du dialogue social au Bénin. Ça se présente vraiment bien plaintif ce matin. Non, je dis ce que je constate. L'avenir du dialogue social, ça dépendra du pouvoir. Nous, on est disposés. Je vous ai montré notre disponibilité à dialoguer. Mais si en face, le gouvernement ne fait pas, si on ne prend pas cela comme quelque chose de sérieux, de dialogue sincère, qui peut produire des fruits, si on n'a pas la conviction que le dialogue est un instrument privilégié de bonne gouvernance, et qu'on le fait juste pour les toilettes cosmétiques, vous dites, on fait le dialogue. On fait le dialogue. Si c'est une opération de charme ou de toilettes cosmétiques,
pour montrer que, mais on dialogue quand même, mais sans avoir des éléments. Le contenu est vide selon vous. Mais c'est pas la peine de faire du dialogue. Et les travailleurs comprendront et aviseront. Ah oui, c'est ça. Est-ce que finalement vous n'êtes pas réduit en minorité après les élections professionnelles pour qu'on ne vous entende plus? Parce que vous n'êtes que deux. Trois. Oui, deux et trois. Quand il dit deux, deux ensemble et l'autre qui fait cavalier seul. Vous n'êtes que trois désormais. Qu'est-ce qui se passe fondamentalement? Non, on est trois. Et vous avez écrit, on ne vous répond pas. Oui. Vous faites des demandes, pas de réaction. Oui. Finalement, ça devient quoi? Oui. Un dialogue de sourds. Oui, bon, je ne dirais pas de sourds, mais... Ou bien il n'y a carrément pas de dialogue. dialogue. Les canaux sont bouchés. Les canaux de dialogue sont bouchés. Et c'est ça. Les canaux de dialogue sont bouchés. Mais si ça continue comme ça, parce que les actes administratifs des travailleurs... Ça vous tient à cœur. Hein? Si on ne règle pas ça, ça je vous le dis, si on ne règle pas ça, on ne peut pas continuer de percevoir un salaire de 2008. Il y a des gens, même les reversements dans le secteur de la santé ne sont pas terminés. Les gens ils travaillent sans salaire depuis ce moment-là. Est-ce que c'est normal? Pendant qu'on parle de social, c'est le gouvernement parler de social. Les 5 ans, c'est le social. On aborde ainsi l'état de santé du travailleur. On change alors de thématique. Alors, Noël Chadaré, quelques minutes plus tôt, vous vous plaignez, n'est-ce pas, je dirais, des reculs de liberté syndicale. Est-ce que c'est cela qui justifie le fait que vous restiez en quelque sorte silencieux face à des situations que c'est peut-être maintenant vous réagissez, concernant bien entendu les actes administratifs qui n'ont pas été correctement signé pour donner, je dirais, une certaine satisfaction aux travailleurs? Mais on a dit, je vous ai dit, pour les administratifs, on a dit, allez le faire. Le chef d'État, le Conseil des ministres, oui. Mais ce n'est pas fait, mais vous n'avez pas réagi. Vous n'avez pas réagi non. Vous n'avez pas réagi comme auparavant. On n'est pas resté silencieux. Mais vous n'avez pas réagi comme par le passé. Non, je vous réponds. On n'est pas resté silencieux. On est tout simplement, vous avez vu que nous avons fait une sortie pour dire qu'il y a cherté de la vie. Ouais. Et vous avez vu la sortie. Et la grande mobilisation qu'on a faite. Donc on a estimé que c'était nécessaire de faire cette sortie. Et si on constate qu'il y a des actions qu'il faut mener, parce qu'on commence par en avoir le ras-le-bol pour les actes dont on parle, s'il y a d'autres actions qu'il faut le faire, on les fera. Le syndicat n'est pas mort, hein. Non, du tout pas. Vous en donnez pour le syndicat, on l'a démontré. Vous donnez l'impression que le syndicat est mort? Non, du tout pas. C'est ce que vous dites. Alors, nous avons privilégié la piste du dialogue. Et donc, lequel dialogue n'existe pas. Si le pouvoir profite de cela pour régler les problèmes, vous êtes disposé à changer de méthode. Parce que si vous changez, si vous êtes, c'est la confrontation, l'affrontement, mais vous vous retrouvez toujours autour d'une table après. Vous êtes d'accord avec moi? Donc autant aller vers la table et discuter, échanger. Dans d'autres pays où il n'y a pas de grève, mais les ministres sont instruits pour régler les problèmes des travailleurs. Et ça, je demande au chef d'État de demander à ces ministres de les instruire. Vous n'avez pas senti de fermeté dans les instructions du chef de l'État? Non, mais depuis 2017, il y a bien de décisions qu'il a annoncées, qu'il a prises, et pourtant, dans l'application, vous, travailleurs, vous n'avez rien senti. Mais oui, et ça, c'est une affaire c'est le gouvernement. Il y a c'est le gouvernement, c'est l'administration. Oui, c'est pas nous, là, à notre niveau. Ce qu'on sait, c'est qu'on constate que ce dialogue, on fait du sur-place. On n'avance pas tellement. Il y a quelques bribes de résultats, des petits résultats, mais on n'a pas ce qui va changer la vie du travailleur. Et comme vous l'avez dit, si on est dans la partie des travailleurs, tout à fait, je dois vous dire que les travailleurs se portent très mal. Ils ne se portent pas bien. Et je dois le dire, ils ne vont pas bien. Qu'est-ce qui justifie ce malaise? On a dit aux travailleurs, et d'abord, ils attendent des actes. Mais si les gens, on voit les politiques, ils ont des salaires, comme ils se donnent des salaires politiques, mais ce qui doit revenir aux travailleurs, il faut leur donner. À César, ce qui est à César. À César, ce qui est à César. Il faut payer les travailleurs à l'indice réel. Il faut prendre les actes. Les gens attendent des actes depuis longtemps. Et des années, ils sont toujours scotchés au même endroit. Ça ne va pas. Chose plus grave, il y a le code général, n'est-ce pas, des impôts, le nouveau code général des impôts, qui a donné un coup de massue aux travailleurs. Un coup de massue. Parce qu'on s'attendait, le pouvoir avait dit, n'est-ce pas,
en décembre, avait annoncé, et nous avions applaudi à ce moment, l'augmentation, la révélation des salaires. Vous n'avez rien vu venir? Mais à notre grande surprise, en janvier, à la fin, on en sort un code général des impôts, on applique, sans avoir même augmenté ça, on applique et les travailleurs voient leur salaire chuter, la majorité des travailleurs. Et donc, on est dans une situation où il y a une crise. Tout est cher. C'est vrai que quand vous parlez de chute, de salaire, Noël Chadaré, beaucoup de Béninois ne comprennent pas. Vous allez nous expliquer, prenez le temps de nous expliquer comment vous avez constaté cette chute de salaire-là. Parce que le gouvernement parle de justice sociale. De justice sociale. Ça a clairement été souligné par le porte-parole du gouvernement. Oui, c'est un paravent. Ça, c'est juste pour nous dire, c'est une fuite en avant. Il ne s'agit pas développer. Il s'agit pas de fuite et de justice sociale. Expliquez-nous. Parce que vous pensez qu'un gouvernement qui dit que je place mon pouvoir, mon mandat sous le signe, sous le sceau du social, mais des travailleurs qui on a supprimé l'IPTS. Dans le calcul du salaire, on a supprimé l'IPTS. Alors que l'IPTS prend en compte la charge familiale du travailleur. Un travailleur, vous par exemple, n'est-ce pas, Agnam Bossou, vous êtes travailleur au même titre que Wahab. Voilà. Vous avez 3 enfants, lui il n'en a pas, ou peut-être il en a un, vous n'avez pas les mêmes charges. Oui, tout à fait. Vous devez mettre les enfants à l'école. Oui. Vous devez les soigner. Vous devez leur donner à manger. Vous devez les transporter. Vos charges sont supérieures aux charges de Wahab. Oui. Maintenant, on décide de dire non. Donc, on tenait compte de ça dans le calcul. Tout à fait. N'est-ce pas, le calcul des salaires. C'est ça qui était l'IPTS. C'était l'IPTS. Donc, on en tenait compte. Mais le gouvernement dit non. Au nom d'une justice sociale, allez, on annule l'IPTS et l'ITS. L'ITS, tout simplement, qui ne prend plus en compte les charges. Vous et lui, vous êtes logés à la même case départ. Vous avez 10 enfants, lui il a 2, mais on ne tiendra pas compte de vos charges. Débrouillez-vous avec vos charges. En faisant comme ça, en calculant comme ça, justement, les salaires ont chuté. Moi qui vous parle, j'ai perdu près de 14 000 francs sur mon salaire. Ça, c'est le petit que je suis, même encore que je ne dirais pas que je suis si petit en tant que cadre A1. Mais des gens dans le privé, des gens qui ont de grands salaires, ont vu chuter drastiquement leur salaire. Mais alors qu'on attendait qu'on revalorise. Quelque part, le timing qui a été choisi pour faire ça n'était pas bon. Parce qu'on était en situation de crise, de surenchère. Surenchère des produits de première nécessité. Et donc, on n'a pas fait ça. Et donc, la confédération qui est la mienne, la COSI Bénin, demande, avec les autres aussi, qu'on relise ce code général des impôts qui est dommageable pour les travailleurs. Parce que quand on parle de justice sociale, la justice sociale a été déjà prise en compte par le code précédent. C'est-à-dire, on ne calcule pas la femme. Parce qu'on a dit les femmes et l'homme, même pied d'égalité. Mais quand vous êtes fonctionnaire, vous et votre femme, vous deux, vous êtes fonctionnaire, c'est une seule personne qu'on prend en compte pour le calcul, n'est-ce pas, dans la charge familiale, les charges des enfants, est prise en compte dans votre calcul, mais pas pour votre femme. Si on prend votre femme, vous n'en bénéficiez pas. Donc il y a des injustices. De quelle justice sociale parle-t-on? Moi, je crois que non, c'était juste un argument ou un argutie qu'on a avancé pour justifier ce qui n'est pas justifiable. Ça ne vous a pas convaincu. On ne peut pas dire qu'on est dans le social et qu'on ne tienne pas compte des charges que chacun a. Mais vous avez gardé sur ce dossier-là un silence assourdissant. Non, nous l'avons dit. Vous n'avez pas entendu bien parler, tempêter. Et non, on n'est pas dans le registre de tempêter. Nous, on fait des propositions. Vous avez changé mais il faut changer. Et on a changé de style, peut-être. Mais il faut dire aussi que par rapport au contexte avec les différents textes, il faut aussi tenir compte de ça. Est-ce que vous ne pensez pas que cela arrange le gouvernement? C'est pourquoi peut-être il y a cette lenteur administrative que vous soulignez tout à l'heure. Nous, on réfléchit parfois. Et on va faire des propositions au gouvernement. Les centrales se sont réunies, n'est-ce pas, pour disséquer ce texte, cette loi générale, le Code général des impôts, et faire des propositions. Donc, on est dans une approche, on va faire des propositions.
et on va attendre le retour. C'est après cela qu'on peut raisonnablement dire, on ne nous écoute pas. Oui. Voilà, on peut avoir d'autres actions. Donc, c'est pas, on a changé de style, ok, mais ça ne veut pas dire qu'on est resté, n'est-ce pas, froid. Il y a eu cette rencontre, Noël Chadaré, avec le chef de l'État, où entre-temps, concernant bien entendu la révalorisation des salaires, le chef de l'État disait se donner un peu de temps pour vous annoncer plus tard, je dirais, la cagnotte. Où en sommes-nous à l'heure actuelle? Oui, mais avant de venir à ça, je dois vous dire que les problèmes des travailleurs, ce n'est pas seulement ce dont je veux parler, il y a aussi les problèmes de formation. D'accord. Les travailleurs attendent des formations pour la qualité de l'offre éducative. Les travailleurs attendent d'être formés. Il y a les travailleurs, les AC de 2012, 2014, ils attendent. Que disent les tests sur la question de formation? Les tests disent que il faut, quand vous êtes venu dans l'enseignement avec un diplôme d'université, vous devez avoir une formation initiale. Et donc, ils attendent leur formation initiale. Et bien entendu, qu'après un certain temps, il faut qu'ils aient la formation initiale. Et depuis, ils n'ont pas la formation initiale. Le même test, je cours derrière ces textes-là. Moi, secrétaire général, je cours derrière ces textes en allant au CNE, en allant voir les ministres, en appelant les ministres, en les interpellant, pour que ces textes-là, en allant voir le DEPAF, mais ça ne va pas ici, ça retourne par là, ça ne va pas ici. Ils n'ont pas les formations. Est-ce que ça dit qu'au fond, ces tests n'existent pas? Les tests existent. Ils le savent. Ils se sont retrouvés à Boycon, les 3 ministères, pour faire les projets. Mais qu'est-ce qui fait que ça traîne? Même dans le traitement, les travailleurs, quand on veut les reclasser, mais le traitement a été disparate. Des gens qu'on veut reclasser les 2012-2014, mais dans le reclassement, on constate qu'on tient compte, on ne respecte pas les textes. Oui. Ils se sont vus lésés. On dit, contractuel à durée déterminée, on a tenu compte des 4 années de contractuels à durée déterminée. On ne prend pas ça en compte. Or, les décrets, il y a un nouveau décret qui dit on doit prendre ça en compte. Nous avons écrit au ministère de la fonction publique. Mais tout ça, nous n'avons pas de réponse. Silence radio. Mais donc, c'est tout ça qui nous frustre. Il y a des problèmes qui sont là. Et les travailleurs, à ce moment où tout est cher, ils ne peuvent pas continuer de vivre avec des salaires comme ça. Vous n'avez pas encore augmenté, mais payez-nous à l'indice réel. Nous voulons que les travailleurs soient payés à l'indice réel. Les actes, on a bloqué les gens à l'échelon 11. Les gens devaient se retrouver à l'échelon 12. Mais vous avez eu l'occasion, pendant que vous étiez devant le chef d'État, de lui dire tout ça, vous l'avez pas dit. Le chef d'État, il a posé un problème de révalorisation. Et ça, oui, c'était ça. Il y a eu juste quelques... Avant de venir à la rencontre avec le chef de l'État, à la suite du processus, la situation des travailleurs a dit, vous n'en dites rien, apparemment. Mais si, moi, je l'ai posé à plusieurs reprises, le chef de l'État. On pose le problème, moi je le pose en termes, tout simplement, de doléances, en termes de plaidoyer pour demander au chef de l'État de revoir un peu cette situation, de ceux-là qui sont dans cette situation, parce que ces familles sont disloquées, ces familles sont en détresse. Et il est le chef de famille de nous tous. Moi, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Mais pour l'instant, c'est pas... Pour l'instant, on n'a pas encore atteint... Bon, le chef d'État est toujours ferme sur sa décision. D'accord, on en vient maintenant à cette question. Il s'est proposé par rapport à la rencontre. Il s'est prononcé sur le sujet là. Et pour lui, c'est pour ça que je dis qu'il est ferme là-dessus. Il n'est pas dans à l'ordre du jour. Il n'a pas l'intention de revoir sa position là-dessus. Alors, donc, la question de la cagnotte, je vous posais la question tout à l'heure. La question de la cagnotte, où en sommes-nous? Puisque le chef de l'État disait se retirer un peu, pour vous revenir avec la cagnotte avant maintenant que la question de la revalorisation des salaires soit une réalité. Mais imaginez-vous. On a fait 4 mois. On nous a dit que la commission interministérielle est mise en place pour faire des propositions. On n'a pas eu. Pendant 4 mois. Jusqu'à présent. Non, avant qu'on se retrouve au palais. Donc nous, on savait qu'au palais, on nous dira, la commission nous dira, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on vous propose. C'est au palais qu'on a discuté des lignes, des directions. Donc cette réévaluation, pour moi, est une nébuleuse. Une vraie nébuleuse. On attend de voir que cette nébuleuse, n'est-ce pas, disparaisse. Vous n'y croyez pas? Mais pour l'instant, il y a un flou autour. On a dit c'est le dernier trimestre. On espère que le dernier trimestre, ça va être que le pouvoir ne va pas rater cette occasion
parce que si ce pouvoir rate l'occasion, sa crédibilité prendra un coup. Est-ce qu'il y a des rencontres avant cette on devrait normalement avoir des rencontres. On a dit, on va vous dire la cagnotte. Nous l'avons demandé au cours de la séance. C'est les principes généraux, pratiquement au cours de cette séance-là, avec le chef d'État, c'est qu'on a retenu, les principes généraux. Mais les contenus, et les paliers, comment ça va se faire, et on devait nous revoir. Oui. C'est pour ça qu'on a demandé les différentes rencontres de cette commission interministérielle, commission permanente de négociation au gouvernement central. Et on devait nous dire quelle est la cagnotte. Dans cette cagnotte, les AME, n'est-ce pas, on a dit qu'ils vont avoir au moins, il faut, n'est-ce pas, 12 mois bientôt. Est-ce que, jusque-là, rien n'est fait? Est-ce que c'est maintenant? Cette cagnotte-là, c'est combien? Combien on mettra pour les AME? Combien on mettra pour revaloriser les salaires? Nous n'avons rien. Il n'y a plus eu de rencontre jusque-là. Mais les AME ne vont pas rester. Nous sommes en juin. Et c'est fini. Ils ont 9 mois. Mais de juin à septembre, ils deviennent quoi? Et les 3 mois, j'ai écouté le ministre de l'enseignement secondaire dire que c'est un principe acquis. Mais le principe acquis, il n'y a pas de précision autour. On ne sait pas quelle est ça commence ce mois. Comment ils vont l'avoir? Ensuite, quelle est la perspective? Parce que moi, quand je parle de 12, on parle de 12 mois, il faut aller au-delà de 12 mois. Quelle est la perspective pour les AME? Ils vont être AME indéfiniment. Tous les ans, AME. On est dans une précarisation du travail. On est dans la spiralisation. Si je peux pas de nature à sécuriser. Pas de nature à sécuriser le travailleur. Du travail, oui. De plus en plus, on ne recrute pas. Le gouvernement ne recrute pas. Mais qui va cotiser pour nous? Pour ceux qui sont déjà à la retraite, nous qui irons à la retraite. Qui va cotiser pour nous? C'est un problème qui se pose. Donc ces aspirants, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Ils vont faire aspirants tous les ans. Et puis quand on voudra organiser les concours de la fonction publique, ils auront déjà franchi le cap, les 40 ans. Requis pour être... Requis pour. Vous trouvez l'avenir un peu obscur à ce niveau? Parce qu'il n'y a pas de précision. Obscur. Quelles sont les précisions autour? Parce que vous allez voir des gens vont passer la ligne des 40 ans. Quand est-ce qu'on va... Quelle est la perspective pour eux? Ils font 2 années d'aspiranat et on leur trouve une situation pour devenir un contrat à durée déterminée. Il faut que ce soit précisé. Et ça, on la répète chaque fois. Mais jusque-là, on ne sent pas que les canaux, j'ai dit tantôt, que les canaux sont bouchés. Oui. Alors, le chef d'État était un peu sensible la dernière fois pour nous dire, quand j'ai posé la question, il dit, mais il faut recruter parce que, mais si on ne recrute pas, qui cotise pour les autres? Le chef d'État a trouvé que c'était juste pour qu'il fallait recruter. Mais quand est-ce que va se faire? Bon, je ne sais pas. Le 1er mai de chaque année, on connaît cette tradition, c'est que les centrales et confédérations syndicales ont ce cahier de doléances qu'elles transmettent à l'autorité de tutelle, s'il faut le dire ainsi. Est-ce que la COSI Bénin a honoré ce rendez-vous? Et si oui, quelles sont les grandes lignes de vos doléances? Oui, la COSI Bénin a déposé, nous avons déposé notre cahier de doléances en bonne et due forme. On l'a fait et les grandes lignes, je viens de parler des AME, il faut trouver une perspective pour eux. On en a parlé dedans, de cela. On a parlé de cela, il faut augmenter l'indice salarial, il faut revaloriser véritablement les salaires, c'est un point important pour nous, ça, pour tous les travailleurs. Il faut payer les rappels. Les rappels, on nous a dit tantôt que, bon, j'ai écouté, on a dit qu'il y a une centaine de milliards, 180 et quelques milliards, on en a payé un certain, 100. Bon, là aussi, il faut... Nous, les travailleurs n'ont pas... Il y a aussi ce communiqué du ministre des Finances. Les travailleurs n'ont pas le sentiment que ça se paye. Ça se paye, que tout le... Parce qu'on a trop de plaintes. Donc, le ministère des Finances doit nous aider pour, n'est-ce pas, mettre un peu de transparence autour de paiement de ces rappels. Pour qu'on sache que ce mois, on a payé tel rappel et dans tel secteur, rendre un peu public pour que, eh bien, on ne dise pas que mais vous ne faites vous rien. Nous, on a de la pression. On a la pression. Vous ne faites rien. Les rappels traînent. Les rappels traînent. Donc, il faut qu'il y ait un peu de transparence aussi autour de ça. Communiquer autour de ça. C'est un défaut qu'il faut corriger pour qu'on sache si c'est fait. Parce qu'on ne met pas en cause ce qui est dit, mais on veut vraiment que bien ce qui est fait, qu'on ait des éléments pour apprécier, pour dire c'est fait. Est-ce que quand vous lisez un peu les décisions du gouvernement, vous avez l'impression finalement que même quand vous formulez des demandes, des doléances, on ne répond pas des décisions concrètes? Mais je vous ai dit que les problèmes des travailleurs sont toujours
laissé en rade. C'est le statu quo. Les problèmes sont en rade. Il y a trop de problèmes. Trop de problèmes. Dans tous les secteurs, regardez les agents des collectivités locales. Ils vivent, on a le statut général de la fonction publique dit qu'il faut dire comment on va les traiter, leurs conditions de travail, comment les traiter. Mais il y a des arrêtés d'application qui doivent être pris. Mais ces agents des collectivités sont dans une situation aussi, avec cette cherté de la vie. Mais on dit on va prendre les arrêtés. On se retrouve dans la commission, on a dit on va prendre. On est en train. Mais tout le temps on est en train. La question concernant les choses, on vous met, quand on fait le point de les cahiers de doléances, on dit, quelque part à des endroits, on dit observation, on dit en cours. Mais en cours, on ne voit jamais le bout du tunnel. Mais on commence par être lassé. Oui, c'est en cours, mais vous souhaitez que ça court plus que ça. Mais il faut que ça prenne en cours. Si on est en train. Il faut prendre l'avion. Ou si c'est en train, ça met du temps. En résumé, il faut accélérer. Oui, parce que les travailleurs demandent ne demandent que ce qui leur est dû, ce qu'ils doivent prendre. Ils demandent ça. Revaloriser là. Il faut le faire aussi. Mais ce qu'on leur doit déjà là, il faut leur donner. Sortez les actes. En tout cas, nous voulons que ça sorte. Maintenant, on est fatigué de courir dans tous les sens. On est fatigué. Alors, si le gouvernement restait, je dirais, silencieux face à vos multiples démarches, les lettres adressées, n'est-ce pas, au ministre d'État, au président de la commission et autres, quelle sera la réaction, le comportement final, je dirais, des secrétaires généraux, des travailleurs? Nous irons vers nos travailleurs, leur rendre compte. Ils vont décider. C'est la démarche la plus simple. C'est à retourner vers eux pour dire voilà tous les efforts que nous avons faits. Voilà et prendre leur conseil. À quel niveau nous sommes. Que pensez-vous? C'est la base qui nous dira la conduite à tenir. Nous espérons que nous n'en arriverons pas à ce niveau. Moi, je suis de nature optimiste, mais je commence par être pessimiste depuis un certain moment. Je suis de nature optimiste. Je commence par me dire tel que ça se passe. Vous ne sentez pas de la bonne foi au niveau de votre... Bonne foi, depuis 2017 jusqu'à maintenant, on n'a pas les résultats. Depuis 2020 jusqu'à maintenant, on n'a pas les résultats. Les gens attendent depuis 2000, ils prennent 15 ans les mêmes salaires. Pour de simples actes, ils n'ont pas dit de faire les rappels, mais être payé à l'indice réel. D'accord. Alors, Noël Chadaré, pour ceux qui sont chargés de rédiger, je dirais, ces actes administratifs et autres sont également des travailleurs. Quand on parle, je dirais, de vos affinités et autres, quelles sont les informations que vous avez, sans forcément citer ceux qui vous donnent ces informations, quelles sont les informations que vous avez et qui justifieraient, n'est-ce pas, je dirais, ce silence et cette lenteur administrative? Les dossiers pour les projets pour lesquels ils se sont retrouvés à Boyicon ou quelque part. C'est-à-dire que ces dossiers ont été laissés à Boyicon et l'équipe est revenue à Cotonou pendant que les vraiment, il faut aller leur demander. Je ne sais pas. Mais tous les ministères, finance est dedans. Par exemple, c'est finance la finalité. Mais tous les 3 ministères sont dedans. Les 4 sont là. Et on fait un travail. Mais depuis qu'on a fait ce travail-là, on envoie les actes, les arrêtés de mise en formation, les arrêtés, les actes de choses là. Ça va faire du ping-pong. Ça va de ministère en ministère, ça tourne. Mais ce n'est pas normal. Est-ce que... Moi, je ne vais pas parler de leur bonne foi. Vous-même, vous pouvez juger. Est-ce que les gens travaillent vraiment en principe, dans les administrations de nos ministères? Avec l'évolution des choses, avec e-service et tout ce qu'il y a pour dématérialiser les choses en temps normal, ça devrait s'accélérer. Normalement. Mais est-ce que le travail est fait comme il doit être fait? Pour que les gens ne soient pas obligés de quitter Tchoumi ou bien Kandi ou Maranville pour venir encore demander mais nos actes ne sortent pas. Est-ce qu'on ne surfe pas un peu trop sur votre silence aussi? On ne surfe pas sur notre silence. Sur votre silence. Mais nous avons toujours posé ces problèmes. On n'a pas besoin de prendre le tam-tam pour cela. On a toujours posé ces problèmes. Je vous ai dit que moi, pour les 2012, 2014, 2016, voilà aussi un autre problème. Ils attendent copie simple de leurs actes, de leur contrat à durée indéterminée. Pour aller dans les banques, ils ne gagnent rien, presque rien. Pour aller faire des prêts, chacun veut avoir son petit toit. Mais on a réclamé ça une fois. Ministère de l'enseignement primaire, ministère de l'enseignement secondaire. Mais il faut qu'ils mettent... les gens, si vous avez signé un contrat avec les gens, vous avez déjà... Ça fait son tour. Mais remettez copie aux gens. Ça, là encore, c'est un problème.
Moi, c'est pour ça que je dis que moi, je suis fatigué. À un moment donné, on commence par... on a un ras-le-bol par rapport à ces petits actes qui doivent être posés. Est-ce qu'il n'y a pas finalement des intérêts de votre base pour le mouvement syndical? Non, la base n'est pas d'intérêt. On sent que même les secrétaires généraux aussi sont fatigués. Non, la base est fatiguée. Mais vous avez vu la sortie que nous avons eue la dernière fois. Vous avez vu la sortie? Vous avez vu la mobilisation? La bourse du travail. Oui, vous avez vu. La cour était noire du monde. Et donc, ils ne sont pas... S'ils savent que leur problème est posé véritablement, s'ils savent que c'est ça les concerne, ils s'y mettront. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement s'est réveillé, je dirais, un peu plus tôt pour prendre des tests qui vous fragilisent aujourd'hui? Puisque tout à l'heure, vous démontrez la réduction. Alors, cette méthode n'est pas de nature vraiment à vous fragiliser pour que, le gouvernement soit, je dirais, bien loti, bien logé, dans un confort qui lui permette vraiment, n'est-ce pas, de ne pas très rapidement vous écouter. Je vous laisse apprécier, mais de toute façon, on n'est pas interdit. On a les voies toujours pour manifester. On n'est pas amputé de nos droits. La grève, elle est réduite. Et aller faire des marches, ce n'est pas interdit. Et faire des sittings, ce n'est pas interdit. Il y a le besoin... C'est combien de fois dans l'année déjà? S'il y a besoin de recourir à ces voies, les travailleurs décideront. Noël Chedaré, c'est vrai que vous êtes en ce moment en plein processus de correction des examens des épreuves d'examen de fin d'année, justement. Oui. L'année scolaire qui s'est déroulée sans grève. L'organisation des examens, comment appréciez-vous cette organisation-là? Mais vous savez, c'est le DEC primaire, secondaire, même le supérieur, ils sont des routiniers. Ils ont déjà une habitude, ils font bien le job, ils font bien le travail, donc ça s'est bien déroulé, le DOB, tout ça, c'est fait du bon travail, donc ça s'est déroulé normalement et sans accroc, et donc comme ça se passe habituellement, et vous avez vu que on a moins de copies aujourd'hui parce que le nombre de candidats a diminué et c'est une très bonne chose. Ah oui? Ah oui, c'est une bonne chose. Moi, pendant que d'autres pensent que c'est une malgrégation qui fait ça, vous pensez que c'est une bonne chose? Je suis dans le secteur et je sais. Je suis d'abord enseignant en situation de classe. Vous le savez. Qu'est-ce qui d'abord justifie alors la baisse je dirais, des candidats aux différents examens? Il y a un travail de qualité qui est fait. Il faut féliciter M. Bello, le directeur de CEFPEN, le centre de formation. Le M. Bello avec la plateforme Educ Master. C'est un travail formidable. De track. Un travail qui traque, n'est-ce pas, les resquilleurs, ceux qui veulent passer par réfraction pour aller au bac, au BPC. Il y a un travail qui est fait. Ou des gens qui redoublent ici. Avant, ça n'existait pas. C'est-à-dire ceux qui redoublent dans le collège public, ils prennent ça en range, ils vont dans le privé, et puis ils font la classe supérieure. On va vous attraper aussitôt. Cette plateforme vous détecte. Donc, ça a nettoyé, ça a puré tout cela. Avant, on avait des centaines de mille, des centaines plutôt, plus de 100 000 candidats au bac. Aujourd'hui, on en a 77 000. Parce que ça a chuté progressivement. Le DOB aussi, il a mis du sien aussi, en mettant le BPC comme étant un diplôme qui est obligatoire avant d'aller... Avant, on avait la quantité, mais on n'avait pas la qualité. Aujourd'hui, vous avez vu les résultats, on commençait pas à être meilleur. Avant, c'est cette quantité d'autres détruisait, gangrenait les résultats. Il faut dire les choses comme elles sont. Gangrenait les résultats. Les gens sont au champ, ils n'ont pas eu le BPC, on dit c'est le temps de déposer le dossier du bac, ils vont déposer le dossier du bac. Ils font n'importe quoi et vous avez un nombre important de candidats au bac, au BPC, des candidats libres. Maintenant, vous ne pouvez plus faire ça. Donc, il ne s'agit pas, selon vous, d'un peu d'intérêt aux examens, il s'agit plutôt d'un travail de qualité. C'est le travail de qualité, c'est la raison objective de cette chute, de cette baisse. La raison objective, c'est ça. Ouais. Il peut y avoir d'autres raisons, je ne dis pas que j'ai n'est-ce pas, le monopole de la vérité, mais c'est la raison fondamentale de la baisse drastique. Ça pourra revenir, parce que ce n'est pas tous les ans que ça va baisser. D'ici à 2 ou 3 ans, on pourra revoir, ça va remonter, mais avec la qualité. Ce ne sera plus
la quantité, et on a des gens qui ne peuvent même pas faire une phrase, qui vont au bac. Et on se retrouve avec des gens qui sont n'est-ce pas, exclus pour 2 ans, ils sont recalés pour des années, et tout ça, c'est du bon travail qui est fait. D'accord, ça c'est concernant donc, je dirais, le taux de candidats à ces différents examens. En termes d'organisation, quelle est votre appréciation? L'organisation est bonne. Elle est bonne, elle s'améliore de jour en jour. Elle est bonne. Et il y a des reproches que nous avons fait il y a des années, parce qu'on voulait payer directement, virer dans les comptes. Mais pour certaines choses, par exemple, les frais pour les surveillances, il y a certains frais, on a dit, on ne peut pas attendre, les collègues ne peuvent pas attendre pour la correction avant de les avoir, parce qu'ils ont besoin de l'espèce sonnante. Il y a une collaboration avec les différents, les DEC et les... n'est-ce pas, le DOB. Sur ce point, moi, vous êtes écouté. Et je crois qu'on est écouté. Ils tiennent compte de ce que nous demandons pour qu'ils obtiennent leurs résultats. Voilà. Vous êtes de la société civile, pour ainsi dire. Le politique aussi fait son job là-bas. On va parler rapidement pour les 3 dernières minutes de la rencontre entre Patrice Talon, Boni Yayi, entre Patrice Talon et Nicéphore Soglo. Quelle lecture en avez-vous faite? Non, moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'il faut travailler à décrisper. Et le chef d'État nous avait dit un peu en juillet dernier, à la veille du 1er août, là, les 3 secrétaires généraux, parce qu'on avait abordé un peu la question, il avait dit qu'il travaillerait à cela, à la décrispation. Mais je crois qu'il a commencé. C'est un début. On a vu cette rencontre. À la suite, il y a des gens qui ont été, n'est-ce pas, libérés des prisons, bien entendu, après que la justice ait fait son travail. C'est une bonne chose, mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. C'est ça, pour pas que ce soit juste une action d'éclat et après ça s'arrête. On souhaite vraiment que le chef de l'État, qui est le père, enfin, il n'aime pas tellement le thème père de la nation, mais bon, le chef d'État, qui est la première personnalité de ce pays, fasse l'effort de continuer et que les autres acteurs aussi mettent, n'est-ce pas, de leur pour que, eh bien, on ait des élections inclusives, qu'on ne se retrouve pas dans cette situation qu'on a vécue. C'était un cauchemar pour nous. Le Bénin n'a jamais vécu. C'était cauchemardesque. On souhaite vraiment ne plus revivre cette situation. Et donc, il faut faire des efforts pour aller écouter, voir ce qu'il faut lâcher et ce qu'il faut, n'est-ce pas, accepter, et voir comment on peut faire pour que le Bénin, n'est-ce pas, redore le blason. Nous avons mis vraiment un coup de canif dans notre démocratie, par les actes qui ont été posés. L'image qu'on a donnée de notre pays n'était pas une bonne image et tout le monde doit travailler à cela, y compris le chef d'État, la première personnalité, mais aussi, n'est-ce pas, les autres acteurs qui ne devaient pas faire trop de surenchère aussi. Parce qu'il y a quelque part, ils ont leur responsabilité. Ils ont voté des textes, c'est eux qui ont voté les textes à l'Assemblée nationale. En privé, j'en ai parlé avec d'autres. Certains pour leur dire, c'est vous. Vous étiez où quand on a voté les textes? Le code, n'est-ce pas, électoral, la loi sur les partis et tout. Mais c'est ça, la charte des partis. Il y en a qui ont voté, après ils vont se demander de poser des questions ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes tous dans cette situation que les politiques ont créée. Donc ils doivent faire tous un effort de consensus, un travail de manière à ce qu'on n'ait pas de la surenchère d'un côté comme de l'autre. Nous ne voulons plus d'élections avec, n'est-ce pas, non inclusive, avec des taux totalement faibles de participation, avec des coups par ici, par là, des tirs à l'arme par ici, par là. On ne veut plus ça. On veut vraiment la paix dans notre pays. Et tout le monde doit travailler. La paix est un comportement. Je crois que c'est ce que je peux dire. Je peux dire un dernier mot. Oui, un dernier mot. Oui, parce que pour dire au chef de l'État, c'est d'abord au chef d'État de vraiment nous aider à l'aider. C'est ça. C'est-à-dire que son gouvernement sorte les actes administratifs. Si ça peut entraîner des coûts, on peut discuter de ça avec les travailleurs. Mais il faut que les travailleurs soient payés, n'est-ce pas, à leur indice réel. Que le chef d'État fasse l'effort avec ses ministres de ce qu'ils ont dit. Ils ont promis le dernier trimestre qu'ils fassent l'effort parce qu'on a vu Ukraine. Il y a eu l'Ukraine partout. Dans d'autres pays, il y a eu des augmentations de salaire. Donc le Bénin ne doit pas
s'accrocher à cela seulement. Il faut que ce qui est dit au dernier trimestre, les actes soient posés pour montrer qu'il y a la volonté d'y aller. Et que les travailleurs restent, à eux, je dis qu'ils restent mobilisés. Mobilisés parce qu'on ne pourra pas faire notre bonheur sans nous. Donc ils doivent être mobilisés, prêts pour qu'il y ait des combats, si c'est nécessaire d'aller au combat. Dans la lutte syndicale, il faut qu'ils soient prêts. Ils restent mobilisés pour les luttes. Voilà. Afin que leurs conditions de vie changent. Mais je crois que on va espérer que le dialogue va reprendre de plus belle et que ce sera un dialogue sincère, fructueux, pour éviter des confrontations. Dimanche 26 juin. Des choses concrètes. Dimanche 26 juin 2022, nous avons passé 1 heure de temps avec le secrétaire général de la COSI, Noël Chedare. Merci d'être venu sur Zone Franche. Merci à vous, Rabalik Para. Merci. Chers téléspectateurs, merci Noël Chedare. Merci à vous également. Merci.